Ici la voix de Benjamin Vincent, les voix de la tech, épisode 61. Bonjour et bienvenue, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actu tech décrypté par les voix qui la font. Et c'est un vrai bonheur de vous retrouver comme chaque vendredi. Tout de suite, je vous présente mes voix de la tech de la semaine. Dans quelques instants, on va se téléporter entre l'Assemblée nationale et Saint-Germain-des-Prés à Paris. C'est là, à la maison de la chimie qu'Adobe, l'éditeur de Photoshop, d'Acrobat, mais aussi d'une suite d'outils pour le marketing digital, a tenu son Summit pour la toute première fois. Le Summit, traditionnellement, c'est tous les ans en mars à Las Vegas. Cette année, donc, première déclinaison à Paris pour entériner notamment l'urgence du GEO. Oui, j'ai bien dit GEO et pas SEO. GEO comme General Engine Optimization. C'est un sujet dont on a déjà discuté plusieurs fois dans les voix de la tech, avec Jordan Belli dans l'épisode 23, avec Benjamin Thiers dans l'épisode 30. Et on avait déjà découvert PromptWatch, un premier outil d'optimisation de la visibilité des sites et des marques sur les LLM, dont ChatGPT, avec Loïs Guillermont, c'était dans l'épisode 54. Cette semaine, c'est donc un poids lourd qui débarque, LLM Optimizer d'Adobe. Je vais rejoindre Lionel Lemoine, responsable des consultants en Europe de l'Ouest chez Adobe, dans quelques instants, dans les jardins de la Maison de la Chimie. Il va nous expliquer les bouleversements en cours avec donc l'arrivée de ChatGPT, Perplexity, etc., les enjeux et le fonctionnement de ce nouvel outil pour les pros du marketing digital. LLM Optimizer va apporter des outils d'analyse qui regardent quels sont les principaux prompts qui sont susceptibles d'influencer positivement ou négativement l'appétence pour une marque. Analyser également en fait les réponses sous le prisme de la concurrence. À partir de là, essayer de comprendre en fait quelle est la partie du trafic qui est générée en fait sur le site de la marque et la comparer également via versus les autres canaux plus traditionnels. Et une fois qu'on a cette bonne compréhension, cette bonne cartographie, c'est là où on peut passer à l'action. LLM Optimizer à découvrir dans une poignée de secondes avec Lionel Lemoine d'Adobe. Utiliser des caméras de vidéosurveillance intelligentes pour transformer une balle de tennis, un extincteur ou encore un mug en instrument de musique, c'est l'idée derrière l'orchestre de détection des objets. Un joli coup de projecteur sur un univers généralement pas très sexy et une première mondiale quand même signée du géant suédois du secteur Axis Communication avec l'aide d'un autre suédois, ex-producteur de Kylie Minogue et de No Doubt. Dans la deuxième partie de cet épisode, Rémi Arnoux va me rejoindre. Il est ingénieur avant-vente, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée à la vidéo et il a suivi toute la production de cette vidéo qui a demandé d'y retourner quand même un certain nombre de fois. On a aujourd'hui un schéma assez préconçu de la caméra de vidéosurveillance qui va surveiller une infrastructure critique, une maison, dans le cas des particuliers ou des bâtiments. Aujourd'hui, la caméra, c'est pas que ça. La caméra va nous permettre de digitaliser un certain nombre d'éléments, dans l'industrie notamment. Et aujourd'hui, on a voulu utiliser ce cas de figure et cette vidéo, entre guillemets, cette expérience musicale, pour avant tout montrer qu'avec des objets du quotidien, puisque c'est le cas dans cette vidéo, on va être capable de digitaliser une scène et transformer les caméras en instruments de musique. Et ce concert sera l'occasion d'élargir et de discuter avec Rémi Arnoux des répercussions du contexte géopolitique sur l'industrie de la vidéosurveillance, du contrôle d'accès et de la sécurité. Allez, avant de filer à la maison de la chimie, à l'Adobe Summit, j'ai plusieurs points à vous rappeler. Le premier, c'est de vous abonner bien sûr au podcast, puisque vous l'écoutez, puisque vous l'appréciez. Cliquez donc sur suivre, quelle que soit votre plateforme préférée, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music et toutes les autres. Le deuxième, c'est de m'aider à faire connaître les voix de la tech en partageant et en republiant nos posts, surtout sur LinkedIn, sur X et Blue Sky, mais aussi sur Instagram et sur Facebook. Oubliez les likes qui ne servent quasiment à rien, mais republiez, oui, vous faites passer le mot à tout votre réseau. Et pour moi, ça change tout. Le troisième point, c'est de revenir tous les jours pour profiter de la dépêche, le rendez-vous quotidien disponible dès 6h45 avec mon infotech du jour. Déjà 25 quotidiennes à découvrir.
ou à réécouter en parallèle de l'hebdo chaque vendredi. Allez, dans 3 secondes, le premier Adobe Summit en France à Paris et la découverte de LLM Optimizer, un nouvel outil pour optimiser le référencement d'un site web et d'une marque dans ChatGPT et ses concurrents. Lionel Lemoine, bonjour. Bonjour Benjamin. Bienvenue dans les Voix de la Tech. C'est un plaisir de t'accueillir pour la première fois dans les Voix de la Tech. Un plaisir partagé. Responsable de l'équipe de consultants Adobe pour l'Europe de l'Ouest. On est ici à l'Adobe Summit. C'est une première à Paris, en France. En un mot, quelle est l'idée de cet événement ? Concrètement, chaque année, Adobe a un temps fort dans son actualité, l'Adobe Summit, où on révèle le gros des innovations à venir, dont une partie d'ailleurs sont immédiatement disponibles. C'est vraiment un de nos temps forts en termes d'actualité sur l'innovation technologique, aussi bien pour les marketeurs que pour les créatifs. Ouais. Pour que ce soit clair, il y a les événements Max qui sont vraiment des événements autour de la créativité. Oui. Et le Summit, c'est plus à destination des directeurs marketing. Alors oui, historiquement, mais on voit clairement aujourd'hui qu'il y a une convergence entre les sujets liés à la créativité et les problématiques du marketing digital, puisque dès le moment où on parle de digital, l'enjeu aujourd'hui, c'est l'hyper-personnalisation. Et l'hyper-personnalisation, c'est bien comprendre les personnes à qui on parle, être capable de personnaliser correctement les parcours clients, mais aussi de créer du contenu à très grande échelle, extrêmement personnalisé pour chaque individu. Alors ici, on parle évidemment IA générative autour de Firefly. C'est l'un des enjeux, c'est d'avoir la capacité d'hyper-personnaliser, de décliner, on va dire, une charte graphique, des visuels pour tous les pays du monde, pour tous les formats. Ça fait des milliers de fichiers à chaque fois et l'humain atteint ses limites quelque part. Alors absolument. Quand on parle de Firefly, on parle effectivement de notre IA générative qui est capable de générer sur la base d'un prompt des résultats graphiques, sachant que la manière dont est entraînée notre IA générative a pour vocation d'être enterprise ready, puisqu'elle est entraînée avec des contenus pour lesquels nous possédons en fait les copyrights. L'autre gros enjeu, c'est de permettre aux entreprises d'entraîner cette IA générative sur la base de leurs propres assets. Cela a été typiquement évoqué ce matin avec Coca-Cola. Firefly, utilisé par Coca-Cola, en s'appuyant sur des modèles personnalisés, fait que les contenus qui sont générés respectent la charte de la marque. Ensuite, comment est-ce que cette IA générative est exploitée ? Eh bien, c'est là où il y a vraiment, en fait, 2 pans de l'industrie avec des cas d'usage très différents. D'un côté, les créatifs, et effectivement, on retrouve toujours beaucoup d'annonces à l'occasion de Max, dont la prochaine édition est à la fin du mois d'octobre, au sein des workflows créatifs. Comment je tire le meilleure partie de l'IA générative tout en gardant le contrôle sur la production d'assets au sein d'outils familiers. Mais la créativité, elle est de plus en plus présente également dans les flux de production marketing. Historiquement, lorsqu'on avait besoin de créer une campagne email, de créer des bannières, on faisait des allers-retours avec les agences. Aujourd'hui, on a des enjeux en fait de time to market qui n'ont jamais été aussi importants et de production de ces contenus à très très grande échelle pour l'ensemble des marchés. L'autre élément qui a fondamentalement changé ces dernières années, c'est ce besoin d'hyper-personnalisation. Ça a été très bien évoqué d'ailleurs dans la plénière ce matin. Il y a quelques années de ça, au début du marketing digital, on utilisait des notions de segments, on regroupait des profils par typologie. Et tous recevaient sensiblement le même type de contenu. Aujourd'hui, on aimerait idéalement que chaque individu, de par sa singularité, reçoive un type de contenu qui soit beaucoup plus individualisé. Et cela, ça n'est plus gérable à l'échelle humaine.
c'est là où Firefly apporte également en fait des réponses dans le monde du marketing digital. Alors, l'un des enjeux de la période actuelle, c'est évidemment d'être visible toujours sur les moteurs de recherche traditionnels comme Google, évidemment, hein, qui reste toujours le numéro 1, mais aussi de plus en plus dans les IA conversationnelles, dont ChatGPT. Alors, on a commencé à voir émerger de nouveaux outils pour essayer de parler aux algorithmes et de remonter dans ChatGPT et ses concurrents. Vous venez de présenter ici un outil Adobe qui s'appelle LLM Optimizer. Quel est le principe, Lionel? Alors, premièrement, effectivement, l'enjeu, tu l'as bien décrit, les habitudes des utilisateurs dans leur rapport au digital a drastiquement changé en 2 ans. Les IA conversationnelles, comme ChatGPT, comme Perplexity, ont modifié notre manière de rechercher l'information. Les moteurs de recherche sont toujours très utilisés, mais toutes les marques ont constaté une baisse de trafic en provenance des moteurs de recherche, tout simplement parce que lorsque l'on recherche une information, de plus en plus, l'objectif en fait n'est pas simplement d'obtenir une liste de liens pour aller se faire son opinion et créer son propre résumé, mais d'obtenir une synthèse quasi instantanée, ce que permet effectivement les IA conversationnelles. Dès le moment où on commence à rechercher cette information via ce canal, cela change drastiquement l'analyse de performance pour une marque quant au trafic qui peut être généré par le biais de ces nouveaux outils. Dans le passé, on achetait des mots-clés sur les moteurs de recherche, on optimisait le référencement de son trafic avec un bon référencement de page. On parlait de SEO, vous parlez plus de SEO. Hein. On parle de plus en plus en fait de GIO en point de comparaison avec le SEO. Cela se comprend assez facilement. GIO, cela signifie Generative Engine Optimization, ou comment optimiser le LLM en fait d'un ChatGPT, d'une IA conversationnelle de Google ou de Perplexity. Concrètement, l'enjeu en fait, c'est d'arriver à influencer les réponses en fait des IA conversationnelles de sorte que lorsque une personne pose une question, une partie de la réponse reflète ce que la marque souhaite voir apparaître. Maintenant, avant de rentrer sur cette phase d'optimisation des réponses, le premier enjeu, en fait, c'est de comprendre comment se comporte le LLM, comment se comporte Perplexity, ChatGPT. Donc, LLM Optimizer va apporter des outils d'analyse qui regardent quels sont les principaux prompts qui sont susceptibles d'influencer positivement ou négativement l'appétence pour une marque. Analyser également en fait les réponses sous le prisme de la concurrence. À partir de là, essayer de comprendre en fait quelle est la partie du trafic qui est générée en fait sur le site de la marque et la comparer également via les autres canaux plus traditionnels. Et une fois qu'on a cette bonne compréhension, cette bonne cartographie, c'est là où on peut passer à l'action. Et LLM Optimizer va venir s'appuyer sur le CMS, sur le site sur lequel la marque a un contrôle direct, fournir un ensemble de questions, un ensemble de prompts qui, en obtenant ces réponses sur le site, va ensuite travailler avec l'environnement ChatGPT, avec Perplexity, avec Google, pour influencer ces réponses et faire en sorte qu'elles soient au plus proche de ce que la marque espérait. Mais on est d'accord, on n'a pas la main sur ce que les éditeurs des LLM utilisent comme matière pour entraîner leur LLM. Alors, non, mais on est en capacité de l'influencer.
Concrètement, la plupart des IA sont des technologies ouvertes. Il y a 2 grands protocoles, A2A, Agent to Agent, un autre protocole MCP qui est plus open source mais adopté par Google, par OpenAI. Et ces protocoles, en fait, permettent d'avoir une interaction LLM to LLM et par conséquent, en fait, de venir alimenter et influencer la manière dont va se nourrir ces IA conversationnelles tierces sur la base des données qu'on leur fournit. Lionel, est-ce que ça veut dire que en 2025, quand on crée un site web de marque, on ne le fait pas de la même manière qu'il y a seulement 5 ans, dans l'idée d'exister, parce qu'on n'a plus seulement à attirer l'attention de Google? Alors, non, le CMS va continuer à être le point de référence sur lequel les marques vont afficher leur image. De la même manière que le CMS n'a pas que pour vocation de créer un site web. Aujourd'hui, ça alimente une multitude de canaux. On réutilise des contenus pour des campagnes email, pour les réseaux sociaux, pour le canal mobile. C'est le point de référence. Maintenant, les IA conversationnelles vont avoir besoin de se nourrir du contenu de référence qui est posté sur le CMS. C'est d'ailleurs en fait un garant qui évite qu'une marque ait à démultiplier le travail en fonction du canal qu'elle veut adresser. Et LLM Optimizer, de ce point de vue-là, va être le chaînon permettant en fait d'utiliser intelligemment toute la contribution sur le CMS pour influencer l'IA conversationnelle tierce. Il y a néanmoins un élément en fait qui est intéressant de prendre en compte quand on parle des sites web. Ce sont les habitudes des utilisateurs. On évoque effectivement en fait le changement de paradigme pour tout un chacun lorsqu'on veut obtenir une information. Historiquement, beaucoup sur les moteurs de recherche, aujourd'hui de plus en plus avec une IA conversationnelle. Et il en va de même également sur l'expérience que les utilisateurs vont espérer trouver sur un site. Tous les sites ont un moteur de recherche pour faciliter la navigation, identifier finalement la bonne page en un clic de souris. La réalité, c'est qu'on va petit à petit également attendre des marques qu'elles fournissent une expérience conversationnelle sur leur site web qu'elles maîtrisent en propre. Et de ce point de vue, Adobe avait annoncé il y a 6 mois l'arrivée rapide sur le marché d'une nouvelle technologie qui s'appelle Brand Concierge. Et Brand Concierge a pour vocation de venir s'appuyer sur le CMS et de fournir cette expérience conversationnelle que la marque pilote en son nom propre. Et effectivement, on va commencer un échange, un dialogue, imaginons sur un site de voyagistes pour repérer en fait une destination par rapport à certains critères personnels. Voilà, je voudrais partir dans 15 jours dans une destination proche de la mer où je sois à 20-22 degrés. Très bien, une partie des réponses va commencer à se structurer avec quelques images, mais au final, ça va créer une forme de conversation en même temps que ça va construire la page au fur et à mesure où on échange avec la marque de manière assez unique. Et au fur et à mesure de la conversation, cela va s'affiner. Finalement, je ne voudrais pas partir à plus de 2 heures de Paris. Idéalement, plutôt en partance en fait de tel aéroport, avec des hôtels qui ont tel et tel critère. Et là, la page, la réponse conversationnelle se nourrit de la question pour affiner la précédente réponse et fournir une expérience unique. Et de ce point de vue-là, on peut réellement imaginer que l'hyper-personnalisation va également s'appliquer aux sites de marque. Lionel Lemoine, on est ici à la Maison de la Chimie en plein Paris. Bon, vous avez fait salle comble ce matin. C'est dire qu'il y a un besoin, une attente de solutions de la part de tous ces responsables marketing qui sont ici aujourd'hui. Comment vous les sentez en cette période de grands changements
où en fait ils n'ont jamais autant eu besoin de la technologie? Alors, il y a énormément de questions qui sont soulevées et je m'attends à ce que cette journée soit avant tout un moment d'échange en fonction, on va dire, des problématiques que chaque entreprise a, qui sont très différentes de l'une à l'autre. Certaines, en fait, viennent plutôt dans l'esprit de faire de l'hyper-personnalisation, mais plutôt sur la communication email avec leurs clients, parce qu'ils maîtrisent très bien leur base installée. D'autres viennent avec des problématiques davantage tournées autour de l'acquisition de trafic, et c'est vrai qu'LLM Optimizer, dont on a beaucoup parlé, est un sujet, en fait, dans tous les esprits, dans toutes les conversations qu'on a depuis ce matin. On va dire que les attentes autour du digital, elles sont très vastes. Et Adobe étant assez unique sur le marché pour être capable de couvrir chacune des thématiques, qu'on parle de la data, qu'on parle du CMS, qu'on parle de la créativité, aujourd'hui, le sujet clé, en fait, que tout le monde a sur les lèvres, c'est dans quelle mesure l'IA, et plus particulièrement l'IA agentique, va me permettre, dans chacune de mes problématiques, d'apporter une solution. L'IA agentique, tout le monde en parle. Je suis sûr que la plupart d'entre nous ne savent pas exactement ce que c'est. Oui. Comment est-ce que vous définiriez ce que c'est que l'IA agentique? Alors, j'aurais tendance à dire que c'est une évolution assez logique, en fait, de l'IA générative. L'une des déclinaisons de l'IA générative, au-delà de la création d'images à la volée, comme on l'a évoqué avec Firefly, c'est également, en fait, la possibilité d'avoir une conversation. Donc, tous les IA conversationnels. L'IA conversationnelle nous permet d'avoir une réponse, un résumé en un temps record. L'IA agentique, en fait, nous permet de passer à l'étape d'après, qui est de déclencher une action. Et finalement, Adobe a annoncé cette année un ensemble d'agents. Concrètement, on peut le résumer par un agent par typologie de métier dans le marketing digital. Les personnes qui sont plus centrées sur des outils analytiques vont pouvoir mettre à profit ce qu'on appelle Data Insight Agent. Finalement, sur la base d'un prompt, on obtient des réponses. Quel est le segment d'audience qui résonne le plus, en fait, par rapport à tel nouveau produit à mettre sur le marché? Mais on va également pouvoir maintenant demander à ce que cela nous fabrique à la volée un dashboard pour illustrer la réponse. Là où dans le passé, on aurait passé du temps à paramétrer des critères et finalement à avoir une expertise métier sur l'usage d'un outil. Donc pour les gens qui sont familiers avec une technologie, ça leur fait gagner du temps. Pour des gens, en fait, qui ont besoin d'avoir l'information, ça retire un certain nombre de barrières à l'entrée pour leurs usages. Et produit par produit, on retrouve en fait un agent comme ça qui permet de passer à l'action. Besoin de créer un segment d'audience? Audience Agent. Au-delà d'analyser le volume d'une audience avec une bonne appétence pour un produit, ça va me créer le segment qu'ensuite je vais pouvoir activer. Je crée un parcours client pour, on va dire, un lancement de produit. Dans le passé, j'allais peut-être passer 1 heure ou 2 à créer les étapes de mon parcours client, là où Journey Agent va me proposer en fait un schéma sur la base de mon objectif. Ça ne fait pas les choses à la place des utilisateurs. Cela fait gagner du temps. Cela permet, on va dire, ensuite de se concentrer sur ce qui, à notre sens, est la plus grande valeur en fait d'un marketeur, son regard critique, l'optimisation en fait des parcours et ensuite leur validation. Lionel, combien d'années chez Adobe? Si peu, 25 ans au total. Des innovations en fait chaque année qui font qu'on n'a jamais le sentiment d'avoir 2 années qui se ressemblent. Qu'est-ce que cette entreprise a évolué entre l'époque des débuts, la création de Photoshop et aujourd'hui, cette part croissante des outils utiles au marketing, ça a commencé à combien de temps et pour vous, quelle a été vraiment la vision déclenchante et qui explique votre succès aujourd'hui? La bascule, on l'a véritablement vu s'opérer à la fin des années 2000.
Ça a été un moment charnière, notamment avec l'arrivée des smartphones, qui a accéléré considérablement l'adoption du digital dans la vie de tout un chacun. Et on a très bien perçu en fait cette bascule où la communication qui historiquement se faisait à la télé, dans les magazines, sur papier, un peu sur le web, mais principalement sur les sites de marque, elle allait basculer drastiquement en faveur du digital. Et de ce point de vue-là, que les utilisateurs historiques en fait des outils créatifs, qui étaient les agences, les médias, petit à petit, toutes les marques allaient devoir s'appareiller pour être capables d'utiliser les contenus créés pour communiquer sur leur marque et être en relation directe avec leurs clients finaux. Je pense que le métier du marketing est probablement un de ceux qui a le plus été bouleversé ces 15 dernières années. Et il y a une multitude de nouvelles disciplines qui sont apparues. On n'imaginait pas en fait avoir autant de disciplines techniques dans le marketing il y a une quinzaine d'années. Et cette évolution de l'entreprise, elle s'est faite par étapes, mais toujours avec une vision d'avoir une plateforme où d'un côté, on équipe les professionnels de la création de contenu et de l'autre, on équipe les entreprises pour utiliser au mieux ce contenu. Et plus on avance, plus on voit le lien entre les deux mondes se renforcer avec des besoins d'automatisation également de contenu côté entreprise. C'est passé par une multitude d'étapes, des rachats, beaucoup d'innovations internes, des technologies de la donnée, des technologies de marketing automation, des technologies de CMS, mais qui quelque part s'inscrivaient dans le sens de l'histoire et qui font qu'aujourd'hui, on dispose de technologies avec des plateformes qui nous permettent vraiment de faire de l'IA, aussi bien sur la donnée que sur le contenu, comme nul autre sur le marché. Lionel Lemoine, Adobe, merci beaucoup d'avoir été l'une de mes voix de la tech cette semaine depuis cette maison de la chimie ici à Paris. Bon summit et à dans 3 semaines et demie pour Adobe Max du 28 au 30 octobre. À bientôt Lionel, merci. Avec plaisir. Avant de retrouver Rémi Arnoux d'Axis Communication autour de ce drôle d'orchestre à base de caméras de vidéosurveillance, les nouvelles de la semaine dans le monde de la tech. C'est d'abord le début de la fin de l'ère Daniel Ek chez Spotify, lui qui a cofondé la plateforme de streaming suédois en 2006. Il quittera son poste de CEO à partir du 1er janvier pour laisser la gestion opérationnelle à 2 co-CEO qui étaient coprésidents depuis 2023 et pour prendre lui de la hauteur avec le titre de président à lui tout seul. Il restera comme l'un des seuls grands patrons de la tech avec Tim Sweeney d'Epic Games à avoir affronté Apple à propos du monopole de l'App Store et peut-être aussi celui qui a mal anticipé la montée de la musique générée à 100% par l'IA. Spotify qui vient d'opérer un virage à 180 degrés sur le sujet, c'était le 25 septembre, après des mois d'attentisme, de déni et de passivité, contrairement aux Français Deezer. Je vous renvoie d'ailleurs à l'interview passionnante avec Aurélien Hérault, le directeur de l'innovation de Deezer, c'était le 27 juin dernier. Il s'appelle Joe Tidy, ce confrère de la BBC est spécialiste des sujets de cybercriminalité et il révèle qu'un hacker avec le pseudonyme Syndicate l'a contacté sur Signal en juillet avec cette promesse « Si tu nous donnes accès à ton PC, tu n'auras plus jamais besoin de travailler ». Infiltrer le réseau informatique de la BBC en corrompant l'un de ses journalistes avant de bloquer tout le système et de demander une rançon dont les hackers promettaient 15% à Joe Tidy, qui avait eu connaissance quelques jours plus tôt qu'un employé de banque avait été arrêté au Brésil pour avoir partagé ses accès, ce qui avait fait perdre 100 millions de dollars à sa banque. Joe Tidy, avec l'accord de ses supérieurs à la BBC, est alors entré dans le jeu des hackers en demandant comment les choses se passeraient. L'interlocuteur a évoqué une rançon équivalente à 1% du chiffre d'affaires de la BBC, soit plusieurs dizaines de millions de livres sterling, et il a fait passer la commission pour Joe Tidy de 15
à 25% pour accélérer la négociation. Mais au bout de 3 jours, celui qui se faisait désormais appeler Sin a commencé à perdre patience. Joe Tidy a raconté la suite à la BBC. I was talking to them about 3 days, and it went into sort of Sunday afternoon, and they wanted me to run a piece of code on my laptop to start the planning for their hack. You know, what kind of IT access do I have? I don't have much IT access as a reporter, but they didn't know that. So I tried to stall them for time. They ran out of patience, and they started effectively trying to force my hand. So they carried out what we call an MFA bomb, a multi-factor authentication bomb, where they repeatedly try and password reset my account. And my phone was unusable for a couple of hours because it's just every minute I was getting these requests coming in, and if I'd have pressed accept, they'd have been in. I was in control the whole time, but it was unsettling. It must have been immensely unsettling. I mean, you've sort of alluded to why a BBC login would be of appeal to them. It's about money. It's about money, and also it's really important to remember that cyber criminals are lazy, so they will find the easiest way into an organisation that they can. Sometimes that is by going on a forum and finding an access broker who has a password and username for a certain organisation. And sometimes it is, and I think this is rare, but sometimes we do hear about them going directly to employees to try and let them give them the foothold into an organisation. Voilà, ça fait quand même froid dans le dos. Mira Mourati, son nom vous dit quelque chose. Elle avait été la directrice technique chez OpenAI jusqu'en septembre 2024 et donc l'architecte de la création de ChatGPT. Après son départ, entraînant avec elle une partie de ses collègues, elle a créé sa start-up Thinking Machines Lab qui avait levé 2 milliards de dollars en juillet, débouchant sur une valorisation à 12 milliards de dollars sans aucun produit à son actif. Eh bien, elle vient d'annoncer le premier de ses produits baptisé Tinker qui automatise la création de modèles d'IA dédiés à des tâches très spécifiques à partir de modèles de Meta et du chinois Alibaba. 12 milliards de dollars, ça reste très loin des 500 milliards de valorisation d'OpenAI depuis cette semaine et la conclusion d'une vente d'actions secondaires pour plus de 6 milliards et demi de dollars. OpenAI est ainsi devenue la société privée non cotée la plus valorisée au monde, devant SpaceX. OpenAI qui multiplie les annonces au rythme d'une voire 2 par jour pour occuper et même pour monopoliser le terrain de l'IA. 2 annonces majeures notamment cette semaine. Tout d'abord, Instant Checkout, l'achat e-commerce intégré à ChatGPT sans quitter la conversation. Un bouton Buy qui change tout, qui arrive aux US d'abord sur Etsy, puis chez 1 million de sites qui utilisent Shopify. Dernière étape avant une déferlante grâce à un protocole open source annoncé en même temps et qui va permettre à n'importe quel commerçant de rendre son produit disponible à l'achat dans ChatGPT. Le buzz au plus haut sur les réseaux à propos de Sora 2, la deuxième génération de l'IA générative d'images d'OpenAI, et c'est Sam Altman lui-même qui en fait la promo en se mettant en scène dans plusieurs clips créés avec Sora 2, le cauchemar de Sam, Sam qui fait le fou dans les bureaux ou Sam qui fait danser les passagers du métro qui attendent sur le quai. Accès uniquement sur invitation pour l'instant et évidemment, ça contribue au buzz. Enfin, 55 milliards de dollars pour Electronic Arts, c'est le prix payé par des fonds saoudiens avec le soutien du gendre de Donald Trump, Jared Kushner, pour s'offrir l'ex-FIFA, les Sims, Battlefield ou encore Madden, vendus chacun à des centaines de millions d'exemplaires. Un achat par emprunt, le plus gros de l'histoire du jeu vidéo et la deuxième plus grosse acquisition tout court dans le secteur après les 68,7 milliards de dollars payés par Microsoft pour s'offrir Blizzard. C'était en janvier 2022. Concrètement, le titre EA ne sera plus coté à la bourse. Les actionnaires s'en tirent avec une plus-value de 25% et une action rachetée 210 $. En mars, des fonds saoudiens s'étaient déjà offert la division gaming de Niantic, l'éditeur de Pokémon Go, pour 3,5 milliards de dollars. Dans un instant, un drôle d'orchestre et un drôle de concert. À la place des instruments, une balle de tennis, un extincteur ou encore un mug. Chaque objet est identifié par des caméras de surveillance et sa position déclenche un son. C'est l'orchestre de détection des objets que vous allez entendre jouer dans un instant. Bonjour Rémi Arnoux. Bonjour Benjamin. Bienvenue dans les Voix de la Tech, c'est un plaisir de vous accueillir. Eh ben, merci pour l'accueil et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, vous êtes ingénieur avant-vente chez Axis Communication. Axis, en un mot, entreprise suédoise qui vient de fêter ses 40 ans.
spécialiste des solutions de vidéosurveillance, de contrôle d'accès, de visiophonie et de système audio. Vous êtes plus de 5000 dans plus de 50 pays. Et alors, si je vous ai proposé de participer aux Voix de la Tech cette semaine, c'est parce que vous avez tenté une expérience assez incroyable que vous avez appelée l'orchestre de détection des objets. Quelle est l'idée de départ de ce projet? Alors, l'idée de départ, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Axis a fêté ses 40 ans l'année dernière et on a inventé la caméra sur IP en 1996, donc ça fait longtemps qu'on fait de la vidéo. Mais ce qu'on a voulu faire à travers ce clip vidéo, qui nous a beaucoup amusé chez Axis à réaliser, c'est avant tout de pousser les frontières de l'innovation. Pousser les frontières de l'innovation et être capable de montrer à nos clients qu'on est capable de faire aujourd'hui beaucoup de choses avec les caméras et avec l'analyse d'images. On a aujourd'hui un schéma assez préconçu de la caméra de vidéosurveillance qui va surveiller une infrastructure critique, une maison, dans le cas des particuliers ou des bâtiments. Aujourd'hui, la caméra, c'est pas que ça. La caméra va nous permettre de digitaliser un certain nombre d'éléments, dans l'industrie notamment. Et aujourd'hui, on a voulu utiliser ce cas de figure et cette vidéo, entre guillemets, cette expérience musicale, pour avant tout montrer qu'avec des objets du quotidien, puisque c'est le cas dans cette vidéo, on va être capable de digitaliser une scène et transformer les caméras en instruments de musique. Alors Rémi, avant qu'on explique tout, je vous propose qu'on écoute et qu'on regarde, pour ceux qui sont devant la version vidéo sur YouTube, ce spectacle musical où en fait les instruments, ce sont des caméras de vidéosurveillance et des haut-parleurs. Object, any action. Learn more about AI-based analytics at axis.com. Voilà, Rémi Arnoux, Axis Communication. C'est vous qui avez donc eu l'idée de mettre en musique le matériel, les solutions que vous proposez d'une manière un peu ludique, j'imagine, pour marquer les esprits. Alors, on va revenir sur la partie vraiment technique, mais pour ceux qui n'ont pas l'image, qui n'ont entendu que cet extrait qu'on vient d'écouter, est-ce que vous pouvez nous décrire très visuellement comment sont joués, déclenchés les sons et chacune des notes du morceau qu'on a entendu? En fait, c'est assez simple, il faut s'imaginer 4 personnes qui sont ici les instruments de musique. Et en fait, ils vont être les instruments de musique puisqu'ils vont porter des objets du quotidien, balle de tennis, tasse de café ou même extincteur. Et en fonction de la position de l'objet dans des zones qui sont filmées par une caméra, ça va transformer cela en un son. Et le fait de mixer les différents objets vont faire que derrière, on va être capable de retranscrire et de composer une musique comme c'est le cas dans cette vidéo. Mmh. Donc c'est à la fois l'objet qui va déterminer la sonorité et aussi le rectangle virtuel dans lequel chacun des musiciens va le tenir, c'est ça? Exactement. En fait, avec un même objet, en fonction de sa position et de sa zone, en fait, dans laquelle il se situe dans l'image, va permettre de déclencher un son différent. Et le fait de mixer différents objets va nous permettre, en fait, de mixer plusieurs sonorités et donc de symboliser plusieurs sons d'instruments de musique. Et ça, en fait, cette information, elle va être retranscrite et envoyée à un ordinateur. Et c'est cet ordinateur qui va transformer finalement ces messages en sons. Et le tout va nous permettre d'avoir cet orchestre. Ouais. Bon, on imagine que ce n'est pas la vocation première de vos caméras de surveillance? Non, pas du tout. Aujourd'hui, la vocation de nos caméras de vidéosurveillance, c'est avant tout de fournir des solutions de sûreté, de sécurité, mais également des solutions qui vont nous permettre
d'apporter à nos clients, et notamment dans le monde de l'industrie, de la digitalisation. De la digitalisation, c'est des solutions qui vont permettre d'automatiser certaines actions qui étaient aujourd'hui faites à la main par des opérateurs en contrôlant visuellement certaines vannes, certains postes finalement dans une usine aujourd'hui. Et c'est l'objectif et le message qu'on porte derrière cette vidéo, c'est la capacité d'être capable de reconnaître tout type d'objet pour derrière faire et déclencher des actions associées à ce type de déclenchement. On a plein d'exemples aujourd'hui chez Axis, dans l'industrie, notamment chez BMW, qui, à travers leur e-factory en Allemagne, utilisent nos caméras, par exemple, pour contrôler toute la chaîne de fabrication grâce à de l'analyse d'images qui va être embarquée sur les caméras. Et c'est aujourd'hui le message qu'on veut porter à travers cette vidéo. Ouais. Oui, il est loin le temps où une caméra de surveillance faisait simplement la distinction entre il se passe rien et il se passe quelque chose. Exactement. Aujourd'hui, une caméra, c'est pas juste un remontée de flux vidéo. Aujourd'hui, les processeurs qui sont dans nos caméras, qui sont, si on transpose un ordinateur, des processeurs qu'on pourrait retrouver dans l'ordinateur du quotidien de la maison, eh bien c'est pareil, une caméra, il est composé de la même manière d'un processeur, et c'est ce processeur qu'on développe chez Axis, qu'on dote de plus en plus de puissance pour être capable d'héberger des applications, et notamment d'IA. Alors quand je parle d'IA, en fait, il faut voir derrière ce terme très marketing la notion de classification d'objets. Et plus on va être capable de classifier des objets, plus on va être capable de répondre à des besoins et à des cas d'usage de nos clients. Et c'est ça qu'on veut vraiment mettre en avant. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer? Parce que finalement, on se rend compte que ces caméras, elles sont capables d'une certaine finesse d'analyse. Bon, distinguer un extincteur et une balle de tennis, est-ce que c'est ce qu'elles peuvent faire de mieux? Non, aujourd'hui, c'est la force en fait de l'analyse d'image qui s'appuie sur les technos, notamment d'intelligence artificielle, c'est être capable d'apprendre des classes d'objets. Donc là, pour cet exemple, on a pris la tasse, la balle de tennis, mais on peut imaginer et transposer ça dans d'autres cas où on va être capable de classifier des chariots élévateurs, de classifier des objets sur des convoyeurs dans des chaînes de production alimentaire. L'objectif étant derrière de détecter, par exemple, sur une chaîne de production alimentaire, détecter des objets qui n'auraient pas à être là. Typiquement, ou des défauts. Ou des défauts Ouais. sur des objets on est en train de produire, notamment sur les véhicules BMW, comme j'évoquais tout à l'heure sur l'exemple sur la chaîne de production e-factory. Ouais. Alors, dans les images qu'on a vues, il y a beaucoup de matériel sur ce plateau. Est-ce que c'est plus le matériel de prise de vue, la lumière, etc., ou est-ce que le matériel de l'orchestre, finalement, c'est l'essentiel de ce qu'on voit à l'image? Alors, ce qu'on voit à l'image, c'est quand même beaucoup de personnes, c'est beaucoup de matériel. Mais il faut savoir que pour cette captation, on a été mis aussi dans des studios pour faire la meilleure captation possible. Mais concrètement, pour produire ce type de son, il n'a pas fallu beaucoup d'équipement d'un point de vue Axis, puisqu'on a utilisé uniquement 4 caméras et un haut-parleur, sachant qu'on fait aussi du matériel de diffusion audio, donc on a profité pour utiliser nos propres matériels. Et en fait, avec 4 caméras et un haut-parleur, on est capable de diffuser et de créer ce son avec nos collègues qui ont joué le rôle des instruments en portant justement les différents objets dans le champ de vision. Ce que vous voyez aussi dans cette vidéo, c'est différents écrans. Ça, c'est plus pour un côté pratique pour le musicien qui est la personne qui tient les objets, de savoir où placer l'objet dans la zone, sur les petits carrés rouges que vous voyez, pour faire le son souhaité. Ouais. Ça doit pas être facile, parce que en fait, ils jouent dans le vide. C'est-à-dire qu'ils doivent placer les objets sans avoir tellement de points de repère. Et l'image qu'ils ont en face d'eux, j'imagine qu'elle est inversée par rapport à leur propre position. Exactement, vous avez raison. Et ça nécessite de l'entraînement. Et je pense que mes collègues se sont pas mal entraînés, un peu à la manière d'un présentateur météo qui indique des positions sur un fond vert. Exactement. Ça demande un peu d'entraînement, mais ça
Ça permet vraiment d'illustrer ce cas sur toutes les possibilités finalement. Ici, c'est un cas, je dirais, ludique, mais qui doit parler à tout le monde et c'est ça qu'on a envie. C'est que ce cas, on va dire, et cette vidéo qui est très parlante par elle-même parce qu'elle produit la musique et c'est aussi pour ça qu'on a voulu que l'association entre la classification et la détection d'objets diffuse des sons. Parce que ça parle à tout le monde, les objets du quotidien parlent à tout le monde. Et c'est ça le message qu'on a envie de faire passer, c'est qu'aujourd'hui, on peut tout classifier grâce à la vidéo et grâce aux algorithmes de deep learning pour ensuite être capable de le transposer dans le milieu industriel, dans le monde également de l'industrie critique, pour aller chercher des choses que la vidéosurveillance historique n'était pas capable de faire lorsqu'on faisait simplement de la remontée de flux vidéo. Chez Axis, est-ce que votre métier, c'est surtout le hardware ou est-ce que toute la partie logicielle et notamment le développement des intelligences artificielles, est-ce que c'est aussi de l'interne ou est-ce que vous travaillez avec des partenaires extérieurs? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on a un vrai savoir-faire niveau matériel. Donc, cette partie hardware dont vous parlez, on a aujourd'hui 3000 ingénieurs basés à Lund en Suède qui travaillent sur le développement de toute notre gamme produit. Mais dans ces 3000 ingénieurs, on a aussi énormément d'ingénieurs logiciels, puisqu'une caméra, un haut-parleur, un système de contrôle d'accès a ce qu'on appelle un OS, donc un operating system, système d'exploitation, ouais. Exactement, Ouais. qui est embarqué sur l'équipement. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est toute l'intelligence aussi qui est embarquée, qui est développée en interne chez Axis, notamment avec les aspects cybersécurité embarqués. Donc, cette couche logicielle, elle a énormément évolué dans le temps pour prendre pleine puissance avec les enjeux du quotidien, cyber, mais aussi IA. Donc ça, c'est pour répondre aussi à la question. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'algorithmes d'IA en interne chez Axis. Mais Axis, on a aussi un maître mot, c'est la plateforme ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a nos propres algorithmes qu'on propose à nos clients, nos propres applications de détection et d'analyse d'images. Mais on a aussi des partenaires technologiques, on en a plus de 800 dans le monde, qui développent des applications qui vont venir s'installer sur nos caméras. Il y a quelques exemples que je peux partager, des partenaires qui vont faire de la lecture de plaques, des partenaires qui vont faire de la détection feu Plaque fumé. de voiture. Exactement. De la détection feu-fumée. On a des partenaires, notamment un partenaire à Grenoble qui fait de la détection de hauteur et de cours d'eau et de courants de surface, qui est beaucoup utilisé pour voir si des fleuves dépassent certains niveaux, pour la prévention des crues, pour éventuellement asservir des barrages hydroélectriques. Donc ça, c'est tout un tas de partenaires technologiques qui nous permettent de répondre au plus grand nombre de cas d'usage. Parce qu'en termes d'analyse d'image, on peut faire, le champ des possibles est tellement grand que ce serait compliqué de faire tout en interne chez Axis. C'est pour ça qu'on s'appuie vraiment sur l'expertise de nos partenaires technologiques pour renforcer et être capable de répondre au plus grand nombre de cas d'usage. Donc vous créez la brique logicielle centrale, on va dire, et après vos partenaires viennent se greffer dessus avec des services de niche. Exactement, on met à disposition et on documente nos API, notre SDK, qui leur permet de développer, de concevoir cette application qui est installée ensuite dessus. Ouais. Ces partenaires externes, ces collaborations, est-ce qu'elles concernent les grands noms de l'IA mondiale qu'on connaît tous, ou est-ce que ce sont des startups et des petites entreprises dont le nom n'a pas encore émergé parce qu'elles n'ont pas la notoriété d'un OpenAI ou d'un Perplexity ou Anthropic? Non, je dirais qu'aujourd'hui, ces grandes entreprises, Perplexity, OpenAI, vont être tournées, on va dire, sur un usage très générique, mais pas forcément cas d'usage auprès de nos clients et de nos cibles de clientèle, notamment l'industrie, et un type de cas d'usage dans la logistique, par exemple. Et donc, effectivement, on va plutôt s'adosser sur des entreprises qui vont travailler de manière très fine sur un cas d'usage, sur une reconnaissance vraiment spécifique. Je parlais de la hauteur, c'est notre partenaire Tenevia, sur la hauteur de cours d'eau et de courants de surface. Eux, ils vont vraiment développer et entraîner leurs algorithmes à faire ce type de reconnaissance, de sorte à avoir la meilleure performance. Et donc, c'est vraiment en se focalisant sur un métier, un cas d'usage, que la performance va pouvoir être présente. Aujourd'hui,
s'il n'y a pas de performance, on ne peut pas le transposer dans le monde de l'industrie. Et c'est toute la grande difficulté. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on a des algorithmes aujourd'hui, lorsqu'on va sur les sites un peu spécialisés, qui sont des algorithmes de reconnaissance, et vous le faites tous avec votre téléphone, vous filmez, et puis le téléphone va être capable de reconnaître une pomme, reconnaître autre chose. Ça fonctionne, mais avec des taux de performance qui sont peut-être de 80-90%. Ce qui est vraiment délicat dans le monde de l'industrie, c'est qu'on ne peut pas se baser sur uniquement 90% de performance. Il faut qu'on aille chercher et tendre vers du 100%. Je dis bien tendre parce que ça reste des algorithmes, ça reste de la statistique, mais c'est vraiment notre objectif. Et ceux de nos partenaires, c'est avoir des applications qui sont vraiment transposables dans le monde industriel, de sorte à avoir la meilleure performance et le moins de fausses alarmes lorsqu'on parle de détection d'intrusion, par exemple. Ouais. Et pour vous, quel est le pourcentage acceptable dans l'industrie? Ça va dépendre de ce qu'on cherche à faire. Je donne un exemple, si on est sur de l'industrie agroalimentaire et qu'on cherche à détecter des objets non souhaités sur un convoyeur, des yaourts ou peu importe quel autre type de produit alimentaire, vaut mieux avoir finalement la meilleure détection, trop détecter, quitte à avoir quelques fausses alarmes, mais aujourd'hui, c'est la meilleure. Aujourd'hui, il n'y a pas ça va dépendre de beaucoup de situations, mais c'est vraiment de tendre vers le 100%. On ne peut pas uniquement se baser sur du 90%. Bon, je le disais en introduction, Axis Communication, vous êtes une entreprise suédoise. C'est vrai que quand on pense vidéosurveillance, on pense d'abord à la Chine. Oui. Est-ce que c'est difficile d'exister dans le monde de 2025 quand on est une entreprise suédoise, qu'on fait de la vidéosurveillance face aux géants, notamment chinois? C'est pas difficile. C'est pas difficile dans notre secteur d'activité, qui est celui de l'industrie, de la logistique, des sites sensibles, parce que justement, on est une entreprise européenne. Et aujourd'hui, les aspects cybersécurité dont je parlais tout à l'heure, ils sont de plus en plus pris en compte par nos clients et par les décideurs, parce qu'on a tous vu aux informations des cas d'intrusion, des cas où le réseau a été infesté par des équipements entiers. Donc nos clients ont besoin de s'assurer que l'équipement qui va être connecté sur le réseau, alors ça peut être une caméra, ça peut être autre chose, va pas pouvoir être corrompu et va pas pouvoir introduire une faille de sécurité dans le système d'information. Donc aujourd'hui, et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de clients qui se dirigent vers Axis, qui est une société européenne, parce qu'on développe nos propres processeurs, on maîtrise l'intégralité de la chaîne, des composants, de l'optique, pour composer finalement un système européen en termes de souveraineté des produits, dans lequel, et aujourd'hui c'est un de nos points forts chez Axis, c'est avant tout la cybersécurité et la qualité de l'image. Donc c'est aussi pour ça que nos clients viennent nous voir. Ouais. Et votre cloud est européen, j'imagine? Aujourd'hui, on a des clouds qui sont européens pour les solutions qui sont hébergées sur le cloud. Ça, c'est effectivement, on laisse le choix à nos clients d'avoir des solutions qui sont basées sur serveurs dans leurs locaux, parce que généralement, on a des clients qui ont des solutions complètement déconnectées d'Internet. Mais c'est pas pour ça qu'une infrastructure va être sécurisée, hein. On a des solutions qui sont... Au moins, elle est basée en Europe, donc elle ne répond pas au droit américain, par exemple. Non, exactement. Et après, justement, pour les solutions et les clients qui souhaitent une solution basée sur le cloud, on a une solution effectivement qui va être hébergée en Europe. Pour certaines solutions, on va même un peu plus loin, on propose à nos clients d'héberger une partie de leur solution en France, sur des datasets en France, pour laisser le choix. Et ça, je veux dire, c'est la chose la plus importante, de savoir où sont stockées les informations et comment c'est perçu. Par rapport je reviens à la question quand même d'avant sur la concurrence et notre positionnement. Un point important aussi, on a beaucoup parlé d'analyse d'image depuis le début de cet entretien. Aujourd'hui, l'Europe, la France met de la réglementation, et ce qui est une bonne chose, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, et ça c'est normal sur l'espace public, dans le domaine privé. Et aujourd'hui, ça c'est important, c'est de
faire de l'IA éthique, et ça c'est un maître mot aussi chez Axis. L'IA éthique, ça veut dire que lorsqu'on parle d'entraînement de données, lorsqu'on parle de reconnaissance d'objets humains, eh bien, on s'assure que les données qui ont été utilisées pour entraîner nos modèles de reconnaissance, on puisse prouver la traçabilité de ces données, on puisse dire oui, ça a été entraîné sur des données dont les personnes ont donné leur accord pour faire cet entraînement, que cet entraînement ne se fasse pas sur des données qui appartiennent à des clients et qui seraient revendues à droite, à gauche. Ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Pareil, la reconnaissance faciale, c'est pas un sujet sur lequel Axis a envie de se positionner, parce qu'on considère qu'il y a une limite à l'innovation. La limite à l'innovation, c'est l'éthique et l'usage qui peut en être fait derrière. Bon, si je comprends bien quand même, on va dire le climat géopolitique mondial est pas forcément une mauvaise chose pour vous en termes de business. Effectivement. Et surtout, et par rapport à cette vidéo, surtout, c'est qu'aujourd'hui, le champ des possibles est très large. Aujourd'hui, on a, avec le monde de la vidéosurveillance, touché que quelques pourcents de tout ce qui est possible de faire finalement grâce à une caméra. Et c'est l'objectif aussi de cette campagne avec cette vidéo. Bon, allez, une dernière question sur cet orchestre de détection des objets. On a tourné autour du pot tout à l'heure, mais il vous a fallu combien de prises pour réussir à faire le morceau sans fausse note, avec les sons qui partent au bon moment? Il a fallu une vingtaine de prises, ouais. Une vingtaine de prises pour que la réalisation et le rendu se conforment à ce qu'on attendait. Bon, en tout cas, c'est un chouette résultat. Et je précise quand même, hein, c'est pas n'importe qui que le producteur musical de cette expérience, hein, c'est Jonas Quant, qui a travaillé avec Kylie Minogue et No Doubt notamment. Donc, vous avez travaillé avec l'un des meilleurs, comme on dit. Exactement, producteur musical suédois, et c'est la petite touche effectivement suédoise dans ce film. Merci beaucoup Rémi Arnoux, ingénieur avant-vente chez Axis Communication, d'être venu dans les voies de la tech et de nous avoir fait partager un peu des coulisses de cette expérience et de cet orchestre unique au monde quand même. Exactement. Merci beaucoup Benjamin pour l'accueil. Et à bientôt. À bientôt, au revoir. Les voix de la tech, c'est l'hebdo tous les vendredis. C'est aussi désormais la dépêche tous les jours à partir de 6h45. Un contenu inédit directement lié à l'actualité à écouter pour rester en contact avec l'ActuTech dès votre premier café. Et donc 2 très bonnes raisons de vous abonner au podcast des Voix de la Tech et de nous suivre sur les réseaux. Si vous écoutez les Voix de la Tech sur Apple Podcast, merci de déposer un avis. Quelques mots bien à vous qui donneront envie. N'oubliez pas que vous êtes mes meilleurs ambassadeurs et le podcast a besoin de vous. Pour écouter les interviews en totalité, la version intégrale des Voix de la Tech vous attend uniquement sur Apple Podcast et sur Spotify. Et puis n'oubliez pas la version vidéo des Voix de la Tech sur ma chaîne YouTube. Bon week-end, à lundi 6h45 pour un nouveau numéro de La Dépêche et à vendredi prochain pour l'hebdo épisode 62. Salut à toutes et à tous.